poursuivre cet après-midi avec une autre conférence qui est en partenariat avec Septéo. Je vous invite à aller à la rencontre des experts de Septéo, c'est sur l'espace J30. Voilà, c'est là-bas que ça se passe et vous verrez, il y a beaucoup de solutions qui sont proposées en fonction de tous vos enjeux RH. Donc allez les voir, Septéo qui est un partenaire et non des moindres de HR Technologies. Je les remercie d'être avec nous. Et ils nous proposent cette conférence, Entretenir la flamme RH, transparence et compétences au service de la confiance. Vaste sujet, la confiance en entreprise, notion de transparence qui sont évidemment à l'agenda. Hein. Vous avez entendu parler de cette transposition d'ici le 7 juin 2026 de la directive européenne sur la transparence salariale. On va parler de beaucoup de sujets avec nos deux experts. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement. Michael Van de Piet et puis Céline Lapasse. Merci de nous rejoindre tous les deux. Vous les applaudissez s'il vous plaît. Merci Michael, merci Céline d'être avec nous. La zapette doit être par là, la voilà. À vous de jouer, on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Merci. Eh ben, merci à vous, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux tous les deux d'être présents pour cette conférence. On se présente ? On se présente. Céline ? Alors bonjour à tous, donc moi je suis Céline Lapasse, je travaille depuis 20 ans dans les ressources humaines, j'ai fait plusieurs grands groupes, je me suis mise à mon compte il y a 2 ans, j'ai créé mon cabinet de conseil et j'interviens en management de transition, on va dire dans différentes entreprises, donc en ce moment je suis plus particulièrement au sein du Paris Saint-Germain et j'ai aussi écrit un livre qui est sorti aujourd'hui, qui s'appelle Rebelle RH, où j'aborde plein de sujets, notamment sur la posture RH et sur toutes les problématiques auxquelles on est confronté. Merci. Et donc, Michael Van de Piet, alors pareil, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le secteur des SIRH. Et j'ai une petite particularité, je suis psychologue du travail de formation et j'enseigne aussi dans plusieurs universités, dont la Sorbonne ou dans ma fac de psycho. De quoi on va vous parler aujourd'hui? 2 parties. Une première partie peut-être assez courte mais technique un petit peu sur qu'est-ce qui va changer d'un point de vue légal pour les RH. Vous le savez déjà, hein, j'imagine, mais il y a quand même 2 gros chantiers qui arrivent. Et puis derrière, ça va être un petit partage d'expérience avec Céline justement sur ces thématiques et pour pouvoir vous apporter un retour d'expérience en lien avec ces 2 grosses réformes assez importantes. Sur les aspects légaux, on ne va pas prendre trop de temps parce que c'est assez facile pour vous de trouver de l'information. Vous le savez, la grosse qui nous fait un petit peu peur et dont on va parler très en détail juste après, c'est la transparence salariale. Donc on va tous être plus ou moins touchés selon la taille de l'entreprise, selon un tas de critères. Il y a des choses qui sont importantes à retenir, en particulier vis-à-vis des candidats. Ça ne va pas être trop notre sujet aujourd'hui. Il y a des choses qui sont à rappeler aussi au niveau des collaborateurs, donc un accès à l'information bien évidemment, et surtout une notion qui va être très importante et dont on va beaucoup parler derrière, c'est tout ce qui va être explicabilité. Parce qu'en effet, la transparence c'est bien, mais ce qui va être hyper important, c'est de pouvoir expliquer aux collaborateurs pourquoi les différences existent et d'être équipé des bonnes informations pour pouvoir comparer au plus juste. Donc ça va être vraiment le sujet qu'on va aborder sur la transparence. Et une autre réforme qui est assez importante et finalement qui tombe assez bien, que ça soit tous les 2 cette année, finalement ça peut avoir du sens, c'est celle sur les parcours professionnels, les entretiens professionnels. Donc sur le timing, il y a des choses qui changent, mais ce qui va être vraiment important aussi, c'est que finalement, ce qui compte aussi et ce qu'on doit mettre en avant dans ces nouveaux types d'entretiens, c'est la notion de compétence. Donc en France, la notion de compétence, c'est un peu un serpent de mer, on en parle beaucoup, mais si on prend vraiment le sujet à cœur, ça peut être un élément assez important justement dans le cadre de l'explicabilité de la transparence. Donc si c'est quelque chose qui a du sens, ça peut être vraiment intéressant. Donc là, du coup, l'idée, c'est un peu de travailler sur ces 2 politiques, ces deux questions, ces 2 réformes. Et pour ça, du coup, on va profiter de ton expérience pour aller un petit peu plus loin sur ces thématiques. Alors déjà, la première question, c'est est-ce que tu as rencontré beaucoup de DRH ? Alors, dans le cadre de l'écriture de mon livre, j'ai rencontré beaucoup de DRH que j'ai interviewés. J'en ai rencontré beaucoup tout au long de ma carrière. Et c'est vrai que le point commun, c'est que quand on parle de transparence salariale, on sent qu'il y a tout de suite une crispation et pas mal de craintes sur ce qui va devoir se passer en entreprise. C'est vrai que c'est un sujet... je pense que quand on a tous vu en tant que RH le sujet transparence salariale, forcément, c'est un petit peu quelque chose qui nous angoisse, alors que ça pourrait être quelque chose qui, au contraire, est un signe de transparence, de confiance. Donc pourquoi est-ce que c'est un sujet aussi brûlant
chez nous ce sujet de la transparence salariale? Alors déjà, j'ai une anecdote que je t'ai pas partagée, mais que je te partage, et c'est vrai. Hein. Je crois que c'était il y a 10 ans, j'ai une amie qui travaillait dans une entreprise en province, sur un site de production, et il s'est passé un truc un peu horrible, c'est que la RH s'est plantée dans l'envoi d'un mail, des fichiers salaires, et elle l'a envoyé à toute la boîte. Ça arrive. Et elle m'a dit, ça s'est passé à midi, à 13h, le parking était vide et tout le monde était parti. Et vraiment, ça a été... Bon, je ne sais pas s'il y a eu un licenciement derrière ou pas. Donc, ça montre à quel point le sujet est explosif, on va dire. Et je pense que pour tous ceux qui sont RH dans la salle, vous le savez et vous le vivez sûrement dans vos entreprises. Déjà, il y a quelque chose de très culturel en France. Il y a quelque chose de très tabou autour du salaire et de l'argent. Ça, c'est pas nouveau. Et il y a certains pays qui sont beaucoup plus à l'aise que nous là-dessus. En Asie, par exemple, voilà, tout le monde parle de son salaire très, très librement. Deuxièmement, les managers sont très mal à l'aise aussi avec le sujet parce qu'en fait, ils ne sont pas forcément outillés. Ils ne savent pas forcément de quoi ils parlent. Et du coup, souvent, c'est compliqué, eux, d'envoyer les bons messages, d'expliquer correctement les choses parce qu'ils n'ont pas été bien préparés en amont. Il y a quelque chose aussi qui est important et pareil, que je pense vous vivez peut-être tous en tant que RH, c'est que comme il y a de l'opacité, on se laisse un peu une liberté finalement de se dire parfois dans l'urgence d'un recrutement, vite il faut, on ne peut pas laisser le poste vacant trop longtemps, on a le bon candidat, il est un peu plus cher que le marché ou que ses autres collègues. J'ai envie de dire presque pas vu, pas pris, ça se saura pas et on va le payer un peu plus cher parce que sûrement il a plus de compétences, mais vu qu'on n'est pas trop challengé, on va espérer que ça passera inaperçu. Ça se voit pas. Ça se verra pas. Et du coup, il y a beaucoup de méfiance parce que forcément, si c'est opaque, c'est qu'il y a forcément quelque chose à cacher. Donc c'est sûr que ce sujet-là, il est très inflammable dans les entreprises parce que à la fois les salariés se méfient énormément et du coup, théorie du complot et beaucoup de fantasmes qui parfois sont complètement inexacts. Mais du coup, comme c'est caché, c'est qu'il y a des choses à cacher. Et côté RH, on n'est pas à l'aise parce que aussi, on a des historiques. On n'est pas RH pendant 40 ans dans la même boîte. Donc quand on arrive en poste, on se traîne des historiques qui ont été faits par des prédécesseurs pour peut-être X bonnes raisons, qui pareil sont pas clean, et personne s'est vraiment attaqué au chantier. Donc tout ça, ça crée un super cocktail explosif avec du coup là, dans quelques mois, on va devoir sûrement enfin mettre le nez là-dedans. Et c'est vrai que pour les RH, on le voit vraiment comme une prise de risque. On se dit, voilà, s'il y a vraiment des écarts, est-ce que ça ne va pas mettre le feu directement à l'entreprise ? Du coup, quels conseils on pourrait donner aux gens qui sont là et qui ont une organisation à mettre en place ? C'est quoi la première chose à faire ? Alors déjà, moi, et je l'ai dit dans mon livre, j'ai interviewé beaucoup de RH. Et justement, je suis allée chercher des RH qui ont mis en place cette transparence salariale presque un peu avant tout le monde. Là, je pense qu'on a mis une citation de Paul, qui est le DRH d'Alan. Il n'y a pas que Alan, il y a d'autres entreprises. Mais chez Alan, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils ont mis tout de suite et ils ont misé tout de suite sur une culture de la transparence totale. Pas que en RH, même les décisions du top management, tout est transparent. Mais du coup, ils y sont allés à fond côté RH. Et ça veut dire que les salariés connaissent exactement le salaire de leurs collègues. Ils connaissent les grilles d'évaluation. Ils savent comment les choses sont notées. Et cette opacité qui n'en est plus, du coup, finalement, ça crée beaucoup plus de confiance. Donc la transparence crée de la confiance, là où l'opacité crée de la méfiance. Donc j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionne à travers le témoignage d'Alan et d'autres entreprises. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est que forcément, on ne peut pas révéler comme ça du jour au lendemain en se disant ça y est, il faut y aller, à l'ego, on révèle. C'est juste pas possible. Et déjà, je pense qu'il va falloir se détendre un peu et de se dire, ok, c'est stressant comme sujet parce qu'on ne sait pas trop par où aborder le truc, mais en fait, on en est tous au même niveau. Parce que l'exemple d'Alan, ou des quelques rares entreprises qui l'ont fait, voilà, ça reste à la marge. On est plutôt tous dans des entreprises où ça n'existe pas encore. Donc moi, mon premier conseil, c'est déjà de se poser les bonnes questions par rapport à son contexte d'entreprise sur, ok, remettre à plat les choses. Quelles vont être vraiment les compétences qu'on va vouloir évaluer au même niveau ? Quels sont les postes qui sont comparables dans l'entreprise ? Donc c'est faire un énorme travail, c'est sûr, qui va être important, mais nécessaire, de cartographie des compétences, etc. Une fois qu'on a ces critères et qu'on sait maintenant de quoi on va parler et qu'est-ce qui va être comparable dans l'entreprise, on va pouvoir enfin se mettre ces critères d'évaluation.
Et donc chez Alan, ils ont des grilles très très claires d'impact des postes sur le business. Donc ils ont fait leur cartographie, ils savent à quel point un poste peut être impactant ou pas sur le business. Il y a des notations, c'est assez scientifique, mais je pense qu'il faut qu'on s'oblige à avoir plus de rigueur maintenant sur ces sujets-là. Ce que j'ai retenu aussi d'Alan, qui je pense est un conseil important, c'est de mettre plus de collégialité dans les décisions et dans les salaires. Moi, quand je travaillais chez Danone, il y a une vingtaine d'années, je trouvais que Danone était déjà pas mal en avance parce que la façon dont ils évaluaient les salaires tous les ans, les revues de salaire, se faisait toujours de façon collégiale. On prenait un directeur de département, tous les managers, et tout le monde parlait des salaires de toute l'équipe, et ils se challengeaient entre eux. Et chez Alan, c'est ce qu'ils m'expliquent. Quand ils font un recrutement, quand ils font des process d'évaluation, c'est pas au bon vouloir d'une seule personne qui décide, mais c'est vraiment un processus qui est collégial, et ça, je pense qu'il faut qu'on arrive à le remettre un peu plus en place, parce que comme ça, on pourra lever le côté « Ah, de toute façon, mon manager, lui, il est plus dur, ou lui, il est plus sympa avec ses équipes, ou lui, il m'aime pas, etc. » Lever un peu tous ces fantasmes-là. Et ensuite, former les managers. Donc ça, effectivement, c'est clé. Vous devez les outiller. On ne peut pas les envoyer au casse-pipe s'ils ne connaissent pas exactement comment sont évalués les salaires, de quoi ils parlent. Et ça, c'est clé d'avoir des managers qui sont, entre guillemets, les premiers ambassadeurs de la politique salariale. Mais du coup, est-ce que c'est une question d'outils ou est-ce que c'est une question de courage managérial ? Alors, les deux sont importants, mais, et ça c'est vraiment un parti pris, pour moi c'est d'abord une question d'outils. En fait, on ne peut rien faire si on n'est pas outillé correctement. Et ça, j'en suis très convaincue. Et je pense que peu de RH sont allés sur d'abord la voie des outils, parce que peut-être que c'est la plus complexe à aborder et que c'est la plus chronophage, etc. Et moi, j'aime bien dire que c'est un peu comme dans la musique ou comme des artistes. Si on ne maîtrise pas la technique, on ne peut pas apporter le supplément en plus qui fait la différence. Il y a des musiciens dans le jazz qui sont extrêmement bons en impro, mais parce qu'ils sont extrêmement bons techniciens. Alors moi, j'aime bien rapporter aussi à Taylor Swift. Je ne sais pas s'il y a des Swifties dans la salle. Taylor Swift, je me suis un peu intéressée au phénomène. Et ce qui est intéressant, c'est que Taylor Swift, c'est une bosseuse, mais une vraie bosseuse. Et elle n'est pas là sur le mythe de j'ai du talent et du coup tout fonctionne. Elle bosse à fond. Ses concerts, elle fait du sur-mesure à chaque concert, elle retravaille tout. Enfin, c'est une énorme bosseuse. Et parce que c'est une bosseuse, elle peut ensuite arriver à créer un truc en plus que certains musiciens, que certains chanteurs, artistes n'arrivent pas à créer par rapport à leur communauté. Et ben pour moi, c'est la même chose. Il faut d'abord que les entreprises et les RH soient des experts et s'outillent extrêmement bien. Comme ça, ils ont toute l'info à leur disposition. Et après, on peut s'affranchir de ce côté. Mais attendez, ma règle, qu'est-ce qu'on s'était dit déjà il y a 6 mois? Est-ce que c'est clair? Tout est presque scientifique, écrit, mais c'est cadré. Et une fois que le cadre est posé et que les règles sont claires, là intervient la posture. Et là intervient ce rôle du manager et du RH qui va être capable de dire parfois, oui, là on fait une exception, mais je sais pourquoi je l'ai fait et je suis capable de l'expliquer. Il n'y a rien de pire que les exceptions qui sont faites d'un point de vue salarial sans avoir été expliquées. Après, on peut ne pas être d'accord, et c'est ce que me disait Paul, le DRH d'Alan. Il me dit des fois, on n'est pas d'accord, et ça amène des débats avec les salariés, mais au moins, on peut en parler. Si on se dit, ah mince, pourquoi tu es payé comme ça? Bah, je sais pas, j'en sais rien, il y a un historique, je sais pas. Là, c'est le pire. Et c'est là où vos salariés ne vont pas vous faire confiance. Je vous l'ai dit, le mot-clé pour la réforme de la transparence salariale, c'est l'explicabilité. Si vous n'avez pas la donnée pour expliquer à un collaborateur comment il est payé, ça ne marchera pas. Et donc c'est vrai que si on a un outil qui nous permet de centraliser l'ensemble de la donnée, voire même de faire les calculs de pondération, d'efficacité du poste dans le groupe, là on est vraiment sur quelque chose d'hyper intéressant, mais c'est un peu compliqué à mettre en place. Mais déjà au moins si vous avez l'ancienneté, les évaluations qui ont été faites, le diplôme qu'il a, enfin tous les éléments qui permettent d'expliquer pourquoi il en est là, au moins vous avez la première brique qui permet de travailler beaucoup plus derrière. On fait le lien du coup aussi avec les compétences parce que justement le patrimoine de compétences est un moyen d'expliquer aussi un écart de salaire. Si le collaborateur est évalué comme plus compétent qu'un autre collaborateur sur le même poste, il peut être légitime d'expliquer qu'il y a une différence de rémunération. Donc forcément travailler sur la compétence est un vrai levier pour expliquer la différence de salaire. Et du coup, en termes de compétences, on arrive à un gros changement. On dit que les compétences techniques, qui étaient des choses qu'on avait mis des années à acquérir, aujourd'hui, elles sont obsolètes en quelques mois.
Est-ce que les RH ont pris conscience aussi de ce changement d'évaluation et de paradigme lié aux compétences? Alors, je pense que les RH en prennent conscience, mais que c'est encore difficile de le mettre maintenant en pratique. On est encore beaucoup sur des plans de formation annuels qu'on définit en général une fois par an, et le temps qu'on lance la machine d'inscription, d'identification des formations, il se passe parfois 1 an avant que le salarié soit réellement formé. Et en 1 an, vous voyez la société aujourd'hui, je ne parle même pas de l'IA qui change toutes les 2 semaines, mais voilà, tout a quand même beaucoup évolué. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui va être le plus important, c'est pas tant la compétence technique, mais c'est plutôt la compétence à apprendre et la capacité à évoluer en fait et à s'adapter. Si on a quelqu'un qui est très rigide dans ses apprentissages et qui se dit « moi j'ai toujours fait comme ça » et qui n'est pas capable de changer, ça va être compliqué. Donc c'est ça qu'il faut arriver à mettre en place dans l'entreprise, montrer aux salariés que oui, les choses évoluent vite et comment on fait pour apprendre en continu. Donc il y a plein de choses qui arrivent et plein d'outils qui arrivent, mais c'est vrai qu'il faut que ça passe forcément par les RH et les managers, d'arriver à mettre cette dynamique dans l'entreprise. On sort des plans de formation figés et on arrive sur vraiment des choses qui vivent un peu au jour le jour et du sur-mesure, beaucoup de sur-mesure. J'allais te poser la question, du coup c'est vrai qu'aujourd'hui la compétence, et on a encore le souvenir parfois d'une personne à l'RH qui gérait dans un coin la GPEC. Est-ce qu'aujourd'hui ça peut encore fonctionner cette analyse-là? Et tu as déjà un petit peu répondu. Est-ce que c'est le travail de la RH ou est-ce que c'est le travail des managers finalement de faire vivre ces compétences? C'est le travail des deux. Voilà. C'est que les managers, ils auront toujours ce côté technique, entre guillemets, expertise que les RH n'auront pas. On n'est pas dans leur quotidien. Néanmoins, les RH doivent être extrêmement curieux et doivent être capables de challenger aussi les managers. Et c'est un vrai binôme et un vrai partenariat qui doit se faire. Et c'est pas le manager qui appelle son RH et qui dit il y a telle formation, inscris-moi telle personne. C'est une vraie discussion et une vraie vision qu'il faut avoir un peu à long terme sur la façon dont on gère ses compétences. Une co-construction, ça c'est quelque chose que j'ai pu observer aussi beaucoup. Si on veut faire en sorte que les compétences soient un vrai plus pour l'entreprise, ça ne peut pas être seulement la RH qui la pilote, elle est le chef d'orchestre, mais c'est les managers qui au quotidien finalement font vivre les compétences dont ils ont besoin, parce que c'est eux qui savent ce dont ils ont besoin, donc il faut être beaucoup plus réactif, comme tu le disais, pour la montée en compétences. Donc c'est des vrais enjeux aussi pour l'année à venir. Et du coup, si on continue et qu'on parle un petit peu de l'IA, parce que forcément on va y arriver assez vite, tu as rencontré un DRH qui va très très loin sur cette partie IA. On a tendance à lire beaucoup dans la presse qu'on va faire plus d'IA pour être plus dans l'humain, mais c'est un paradigme parfois un peu compliqué de se dire mais est-ce qu'on ne va pas être remplacé? Donc les RH ont un petit peu peur par rapport à ça. Comment l'IA devient un vecteur de confiance finalement, comment on rallume la flamme de la confiance grâce à l'IA? Alors, l'IA, c'est un sujet qui, pour moi, est profondément philosophique et pas technique. Et d'ailleurs, il y avait une conférence avec Luc Julia ce matin, passionnante, et il expliquait bien, il faut arrêter ce mythe de l'IA va nous remplacer, l'IA va décider à la place. L'IA, elle fait ce que nous, on lui demande de faire. Voilà, l'IA, c'est des maths. Donc le sujet, c'est une vraie réflexion philosophique qu'il faut avoir dans son entreprise. Qu'est-ce que je veux lui demander de faire? Qu'est-ce que je ne vais pas lui demander de faire? Et chaque entreprise doit décider différemment. Il y a des entreprises pour lesquelles ce sera ultra pertinent de demander à l'IA de faire du tri de CV automatique parce qu'ils en ont beaucoup trop et qu'ils ne peuvent pas. Un humain, de toute façon, ne pourra jamais trier 10 000 CV. Donc peut-être autant donner un peu plus de chance avec une IA qui va le faire automatiquement. Ce sera toujours plus d'opportunités que si on laisse un humain le faire. Par contre, il y a d'autres entreprises où ce sera hors de question et ce ne sera pas du tout pertinent de demander à l'IA de le faire. Donc chaque contexte est très différent. Et pour en revenir à Yacine, que j'ai interviewé, qui est, moi, je trouve extraordinaire sur la vision qu'il a sur les RH et la façon dont il a abordé le métier avec les outils, il s'est dit tout de suite, OK, on va avoir les outils les mieux pensés pour que mes RH se libèrent de tout ce temps où on leur demande de remplir des Excel, de rechercher des données, etc., et qu'ils aient un vrai CRM. Ils ont un vrai CRM personnalisé pour tous les salariés. Et en un clic, je suis capable de savoir, Michael, aujourd'hui, tu as 3 enfants, dont un qui a 18 ans. Bah tiens, dans notre convention collective, ça fait un match au fait que quand ton enfant a 18 ans, il se passe ça, ça débloque ça. Et il a créé, avec cet outil, sur mesure, une vraie relation personnalisée pour ses salariés. Donc ça veut dire que c'est un peu le rêve, moi, je trouve, de tout DRH. J'allume mon ordinateur, un salarié vient me voir, instantanément, je sais
où il en est dans son salaire. Et là, j'ai une cartographie de tous ces éléments de salaire. C'est ultra transparent. Je sais dans les conventions collectives ce à quoi il a exactement le droit. Et je ne suis pas à lui dire « Ah, attends, mais je crois que pour telle convention collective, et je vais prendre ma convention collective et je vais chercher ou je vais appeler la paye. » Donc, il a libéré de la charge mentale à tous ces RH et ça leur permet d'avoir une vraie discussion avec les salariés et même d'anticiper et d'être proactif. Et moi, c'est ça qui m'a marqué. C'est le jour où les RH appelleront un salarié et lui diront « Tiens, au fait, tu viens de passer tes 10 ans, regarde, tu as le droit à ça, maintenant tu as le droit à ça, tu as le droit à ça. » Alors que ce qui se passe, et on va être très honnête, en général, c'est le salarié qui vient nous voir et qui nous dit « Mais j'ai appris que mon collègue, il avait eu ça, mais je ne comprends pas, moi aussi, j'ai 10 ans d'ancienneté, pourquoi je n'y ai pas le droit ?» Ah, mais tu n'as pas regardé la convention collective. Non, les salariés ne connaissent pas les conventions collectives par cœur, vu que nous, RH, on ne les connaît même pas. Enfin, on va être assez honnête là-dessus. Donc, pour moi, ces outils et l'IA, ça va nous permettre d'aller vers un espèce de CRM personnalisé pour avoir des vraies relations personnalisées avec les salariés, leur faire du sur-mesure et de s'affranchir de toutes ces tâches très chronophages qu'on n'arrive pas à bien maîtriser pour pouvoir prendre le temps d'être vraiment sur, il appelle ça, Yeltsin, je crois, la signature relationnelle, la signature RH très humaine. Ok. Et du coup, c'est quelque chose d'intéressant que tu dis aussi. On est de plus en plus aussi dans un marketing RH. Nos collaborateurs sont de plus en plus exigeants aussi de la fonction RH. Beaucoup de RH sont au bout du rouleau aussi parce que le métier est très exigeant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va, grâce à l'IA, nous permettre de changer un petit peu ça? Comment on traite ce marketing RH qui est de plus en plus important? C'est là, et c'est ce que je dis dans mon livre, c'est que les RH... Il y a un trou? Non, ça va. Pas de chute. C'est que les RH... ont souvent un train de retard, pas parce qu'ils ne sont pas à la page, etc., mais parce que c'est une fonction qui est quand même héritière d'un lourd héritage administratif, qu'il y a les relations sociales qu'il faut intégrer, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui font qu'on a du mal à être tout de suite très réactif par rapport à la société et la façon dont elle évolue très vite. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes, avant d'être des RH, vous êtes des personnes, des salariés, des citoyens, des êtres humains. Et vous voyez bien qu'on est dans une société où maintenant, on a l'habitude d'avoir de l'instantanéité. Quand on cherche une info, on a tout de suite sous la main. Et ça, on n'accepte plus que ce soit la même chose, enfin que ce soit différent en entreprise. On n'accepte plus que quand on a une question, quelqu'un nous réponde, va chercher dans tel document, regarde c'est sur l'intranet, etc. Non, on veut l'info tout de suite en temps réel. Donc l'IA, pour le coup, ça va permettre d'avoir, c'était la mode des intranets il y a 20 ans, là on va être plutôt sur des chatbots. C'est la même chose, on met les mêmes infos, sauf que c'est une autre façon d'accéder à l'information. Et ça va être aussi outiller mieux les RH pour justement ne pas perdre l'humain, mais que quand on a quelqu'un au bout du fil, au lieu que cette personne nous dise « Ah attends, je vais chercher, je me renseigne », non, tout de suite, elle peut avoir l'info en instantanéité, de façon instantanée, et nous répondre immédiatement. Et donc offrir un service plus. Et c'est vrai que les salariés attendent ça parce que c'est ce qu'ils vivent à l'extérieur de l'entreprise. Donc, ils accepteront plus ce décalage entre l'extérieur et l'intérieur de l'entreprise. Donc, ce n'est pas l'outil qui va rallumer la flamme, mais c'est la façon dont les RH vont utiliser les outils pour passer plus de temps auprès de leurs collaborateurs, justement pour rallumer la flamme. Il nous reste quelques secondes. Petite promo pour le livre de Céline. Vous pouvez venir nous voir aussi sur notre stand, donc le J30. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment sur une année un peu charnière avec ces deux réformes qu'on peut subir ou qu'on peut vraiment utiliser pour se dire on a quelque chose à faire. La transparence salariale, de toute façon, vous n'aurez pas le choix, il va falloir faire quelque chose. Donc prenez à cœur la réforme sur les entretiens professionnels, sur les parcours professionnels, pour introduire une notion de compétence qui vous permet d'accentuer en plus l'explicabilité qui va être indispensable pour la transparence salariale. Bien évidemment, avec un outil, ça sera beaucoup plus facile de le faire que si vous le faites avec des fichiers Excel ou à la main. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez travailler. Je ne vais pas vous parler de Septéo, venez nous voir, ça ira plus vite. Pour nos réseaux sociaux si vous voulez. Un dernier conseil, il nous reste 10 secondes. Déjà,
n'ayez pas peur de la transparence salariale parce que c'est une opportunité. Enfin, je le crois vraiment. Alors oui, c'est une montagne à gravir, ça fait peur, mais c'est une vraie belle opportunité d'enfin remettre de la confiance et d'arrêter toutes ces théories du complot autour des salaires et de faire en sorte qu'on va pouvoir avoir des vraies belles discussions avec les salariés et qu'on va arrêter de devoir se justifier sans être à l'aise et remettre de l'humanité dans notre fonction RH. Osez dire les choses, osez dire, écoute, je sais pas, écoute, désolé, il y a eu un historique, mais par contre, voilà, on va changer ça et dans mes conseils sur la transparence salariale, quand vous faites votre bilan, il va falloir faire sûrement des rattrapages. Vous allez voir des choses qui sont en décalage. Assumez ces rattrapages et peut-être que vous ne pourrez pas tout rattraper d'un coup, mais ayez l'honnêteté, la transparence de le dire aux salariés. Un discours transparent, sincère, humain est toujours beaucoup plus facile à recevoir de la part d'un salarié qu'un vague discours de « désolé, c'est comme ça, désolé, on ne sait pas ». Donc c'est une belle opportunité. Il y a du boulot, c'est sûr, mais je suis certaine que quand on se revoit dans 5 ans, on sera tous plutôt contents d'avoir pris ce chantier et que ça amènera plein d'autres belles discussions. Voilà, vous pouvez les applaudir, Michael et Céline. Merci d'avoir été avec nous.